Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Le triomphe des bactéries, la fin des antibiotiques d'Antoine Andremont et Michel Thibon-Cornillo. Doit-on craindre aujourd'hui une épidémie planétaire contre laquelle les antibiotiques ne pourront rien? D'un côté, les bactéries innombrables, 1 million de milliards de millions, installées pratiquement dans toutes les niches écologiques terrestres. En face, les hommes, seulement 6,5 milliards d'individus. Pendant une période extrêmement courte, le dernier demi-siècle, la guerre entre ces deux opposants a fait rage. Des centaines de milliers de tonnes de produits antibiotiques ont été déversés dans l'environnement ou ingérés par le corps humain et les animaux. Le résultat de cette lutte est aujourd'hui sans appel. Les bactéries ont muté et sont de plus en plus résistantes. Quant aux laboratoires pharmaceutiques, ils ont pratiquement épuisé leurs armes, produisant désormais de manière massive leurs médicaments selon une logique de déferlement, une fuite en avant qui laisse de moins en moins de place à la recherche fondamentale. Pour la première fois, un chercheur de renom et un éminent anthropologue ont réussi à marier leurs analyses dans une synthèse qui fera date. Revenant sur l'histoire fascinante des antibiotiques, analysant les enjeux de leur production, ils explorent les solutions envisageables. Et nous rappellent au passage que dans un corps humain en pleine santé, il y a plus de bactéries que de cellules. Antoine Andremont est professeur à la faculté de médecine de l'Université de Paris 7. Il dirige le laboratoire de bactériologie médicale de l'hôpital Bichat Claude Bernard. Il se consacre depuis 25 ans à l'étude des bactéries responsables des infections humaines. Il a fait partie des premiers groupes de chercheurs qui nous ont alertés sur les risques des antibiotiques. Michel Thibon-Cornillo est anthropologue à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS. Docteur d'État en philosophie, il a travaillé à l'Institut Pasteur dans un laboratoire de génétique moléculaire. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé Les corps transfigurés, édition Le Seuil, prix Psyché. Il inscrit sa recherche à l'intersection de la philosophie et de la biologie, démontrant que la question centrale des techniques contemporaines n'est pas celle de leur régulation, mais celle de leur déferlement incontrôlé. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Introduction. En une génération. En un demi-siècle d'existence, les antibiotiques auront connu un cycle de vie tout à fait extraordinaire. Après une période de découverte médicale et d'euphorie thérapeutique, leur utilisation est aujourd'hui remise en cause, au moins de deux manières, par le développement des résistances bactériennes vis-à-vis d'eux, et par l'assèchement des filières de découverte de nouveaux antibiotiques au sein de l'industrie pharmaceutique. Les mécanismes qui ont prévalu à cette évolution sont biologiquement simples. Le développement des résistances bactériennes semble bien être le résultat de l'adaptation génétique des bactéries au stress représenté par l'utilisation massive des antibiotiques par l'homme, suivant en cela les règles les plus habituelles de la théorie de l'évolution. Mais il y a plus, le phénomène semble s'être amplifié dès le départ, à la suite de l'enthousiasme des premiers succès et de l'efficacité du monde industriel à répondre à une demande sociétale qui s'est accrue pendant 40 ans. Hommes, animaux, agriculteurs, tous ont bénéficié du miracle antibiotique. L'arrêt brutal et quasi total des investissements financiers dans la recherche antibiotique au début des années 90 a créé dans le monde médical une surprise et une inquiétude. Cet arrêt fait courir à court ou moyen terme aux populations un risque sanitaire majeur, celui de la résurgence d'épidémies bactériennes mal contrôlées. Il s'agit bien d'une histoire brève. Elle se mesure à l'aune d'une seule vie d'homme, d'une seule génération, celle qui croyait en la fin des bactéries pathogènes et de leur cortège, les abcès, les phlegmons, la gangrène, tout cela grâce au miracle des antibiotiques, et qui, tristement, a assisté à leur neutralisation. Car n'en doutons pas, vis-à-vis de certains malades, nous nous retrouvons presque aussi démunis que nous l'étions avant-guerre. Pour traiter certains patients, il ne nous reste plus des 150 antibiotiques dont nous disposions il y a une vingtaine d'années,
qu'un ou deux gardant une certaine efficacité. Et encore, pas toujours, pas pleinement. Et pour combien de temps? Avant de partir à la recherche de nouvelles stratégies capables d'apporter des réponses à des questions aussi graves, nous avons tenté de comprendre comment de telles dérives ont pu se produire. Impossible d'accepter sans comprendre un tel retournement de situation, alors que dans le champ des antibiotiques, rien ne semblait pouvoir résister à l'assaut final contre l'hydre polycéphale microbienne. Chacun se souvient des communiqués victorieux des organisations nationales et internationales annonçant l'éradication, hors de la planète, à court terme, de la tuberculose et de la syphilis, et, à moyen terme, de presque toutes les maladies infectieuses. Dans ce livre, nous avons décidé de revenir sur ce retournement qui apparaît bien comme un événement majeur dans l'histoire de la médecine occidentale, de ses enjeux symboliques et financiers aussi importants que exemplaires. Reconnaissance de l'altérité bactérienne, pour une anthropologie critique. Il est certainement impossible de sortir des cadres sensitifs et moteurs de l'espèce à laquelle on appartient, des contextes culturels, linguistiques et symboliques du clan ou du pays dans lequel on est né. Tel est le premier postulat de la démarche anthropologique contemporaine, qui retrouve dans les attitudes les plus profondes de certains ethnologues les traces d'un ethnocentrisme irréductible. Génération après génération, ceux-ci repèrent les lectures biaisées de leurs prédécesseurs moins méfiants ou trop intégrés. Un bon exemple est celui des aborigènes australiens, si longtemps écrasés par les multiples consensus propres aux envahisseurs blancs, et dont la culture est aujourd'hui redécouverte dans son immense complexité. De même, retrouve-t-on cet aveuglement dans l'étude des espèces animales, qui sont soit anthropomorphisées à outrance pour les rendre acceptables, soit réduites à l'état de machines, de parasites insupportables ou de prédateurs menaçants. C'est pour ces raisons qu'il existe une place pour une anthropologie relativiste dans le développement des connaissances biologiques. Prenons un exemple. De nombreux lecteurs ont lu ou entendu le slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique », et ils comprennent sans peine que la neutralisation de l'effet antibiotique est liée à leur trop grande diffusion. Ils peuvent subodorer l'existence de liens entre le manque de rigueur dans l'utilisation des antibiotiques et l'apparition des résistances, mais ils peuvent se demander aussi pourquoi ces liens ne sont pointés qu'aujourd'hui, qui plus est dans un contexte légèrement pré-alarmiste. En effet, l'immense majorité d'entre eux a vécu depuis l'enfance dans le confort antibiotique. Certains lecteurs peuvent alors formuler des questions plus précises. Quelles sortes de relations n'ont pas été comprises ou ont été négligées dans les rapports entre les bactéries et les antibiotiques, entre les hommes et les bactéries, pour en arriver là en si peu de temps? Pour répondre à cette question, tentons pour une fois de passer du côté des bactéries, de l'autre côté du microscope. La faiblesse essentielle de la situation actuelle est probablement l'anthropocentrisme de notre regard sur le monde des bactéries et l'anthropomorphisme avec lequel nous les approchons. Tantôt les bactéries sont considérées de façon essentiellement réductionniste comme des sacs à enzymes, comme on les appelait fréquemment dans les années 60, tantôt elles sont traitées comme des adversaires de peu de poids, non seulement par leur taille microscopique, mais aussi parce qu'elles ne sauraient résister à la puissance de feu des nouvelles armes humaines. La métaphore guerrière est omniprésente dès le début de la production industrielle des antibiotiques, en 1942. Que peuvent les bactéries face à la toute-puissance d'une civilisation qui produit des chars d'assaut, des avions de combat, des bombes guidées au laser et plus ou moins atomiques? La confrontation ne paraissait-elle pas totalement déséquilibrée et asymétrique? Étrangeté et puissance des bactéries. Mais la confrontation ne s'est pas du tout déroulée de la manière prévue. C'est bien plutôt l'inverse qui s'est révélé vrai et l'arroseur s'est trouvé arrosé. Dans le contexte d'évolutivité bactérienne, la pression de sélection par les antibiotiques n'est qu'un avatar de plus. Depuis qu'elle s'exerce, il n'y a pas une bactérie de moins sur Terre, mais elles sont plus résistantes. C'est l'espèce humaine qui, cette fois, se retrouve dans une situation délicate. Les analyses menées bien avant l'arrivée des antibiotiques et qui présentaient la dimension vitale et planétaire des espèces bactériennes
sont aujourd'hui revenus sur le devant de la scène. On admet que la vie a fait son apparition sur la Terre, sous la forme de bactéries, il y a plus de 3 milliards d'années. Elles ont joué, semble-t-il, un rôle éminent dans la structuration de notre planète. L'atmosphère terrestre actuelle avec sa composante gazeuse essentielle, l'oxygène, s'est très probablement formée grâce à l'activité des bactéries ayant acquis la photosynthèse. C'est sans doute au milieu du Précambrien, il y a 2,3 milliards d'années, que des bactéries acquirent la photosynthèse aérobie, c'est-à-dire rejetèrent de l'oxygène moléculaire qui, après avoir saturé tous les corps réducteurs présents dans l'océan, commença à se répandre dans l'atmosphère. D'innombrables espèces bactériennes sont présentes dans tous les milieux, terrestres, maritimes, atmosphériques, et forment une couche omniprésente et fondamentale du biotope planétaire. L'estimation quantitative globale est sans doute très approximative, on parle de 10 millions de millions d'exemplaires, soit 1022, mais elle devient plus parlante si l'on dit que 1014, une centaine de milliers de milliards, de bactéries vivent sur la peau et les intestins de chaque être humain, soit 10 fois plus qu'il n'y a de cellules dans le corps d'un homme adulte. Dans une poignée d'humus, on trouve entre 5 et 50 milliards de bactéries. Les analyses contemporaines éco-microbiologiques sont venues conforter et enrichir ces informations déjà anciennes. N'aurait-elle pas dû rendre prudents les chercheurs et industriels qui ont participé à l'essor et à la production de masses considérables d'antibiotiques? De la régulation au déferlement. L'extension de l'utilisation des antibiotiques à de nombreuses sphères organiques s'est poursuivie pendant plusieurs décennies. Pourtant, Alexander Fleming, le découvreur de la pénicilline, le premier antibiotique mis à la disposition du corps médical, avait signalé dès 1945 que des phénomènes de résistance avaient toute chance de se mettre en place et avait alerté sur les conséquences qui pouvaient en découler. Plus récemment, les connaissances apportées par le séquençage de génomes bactériens complets, ainsi que la compréhension des mécanismes moléculaires de résistance, ont permis de se rendre compte que les possibilités de blocage létaux de voies métaboliques bactériennes, base de l'action des antibiotiques, étaient en nombre limité. Pourtant, jusqu'à une date récente, ces avertissements et ces alertes n'ont trouvé que peu ou pas d'écho chez les responsables et les praticiens des systèmes de santé, ou chez les chercheurs et les industriels, comme s'il avait existé sur ce sujet une sorte d'aveuglement collectif. Comment faut-il analyser les sources de ce clivage qui a mené ces innombrables acteurs à ne pas tenir compte des avertissements présentés dès le début de l'ère des antibiotiques? Ce type d'analyse ne relève pas directement des disciplines scientifiques et médicales qui ont pour objet ces médicaments. C'est pourquoi nous l'avons abordé par le biais d'approches empruntées à cette anthropologie relativiste et évoquée plus haute, ainsi qu'à certaines orientations philosophiques qui se sont interrogées sur le bien-fondé du développement forcené des sociétés industrielles. C'est souvent un vaste et dangereux pari que de demander aux philosophes le secours de ces analyses pour tenter de comprendre les impasses auxquelles aboutissent des branches entières de l'industrie et de la recherche. Mais les problèmes évoqués ont des conséquences potentiellement si dangereuses qu'il nous est apparu indispensable d'explorer des champs d'investigation empruntés à d'autres disciplines. Entre microbiologie et anthropologie, le fil conducteur. Le fil conducteur de ce travail passe d'abord par la présentation ordonnée de cette brève histoire des antibiotiques, qui, sitôt apparus, se sont affaiblis comme s'ils possédaient en eux les germes de leur déclin. Cette présentation est un moment essentiel de l'ouvrage et occupe les 2 premiers chapitres rédigés par Antoine Andremont, médecin et biologiste. Ce fil passe ensuite par l'extension à la microbiologie du principe fondateur de toute démarche anthropologique, la reconnaissance de l'altérité des bactéries en tant qu'espèces vivantes spécifiques et autonomes. C'est à partir de cette approche que Michel Thibon-Cornillo, anthropologue et biologiste, propose dans les chapitres 3 et 4 une relecture des événements formant l'histoire brève des antibiotiques à la lumière d'un analyseur, celui du déferlement des systèmes techniques contemporains qu'il a mis au point dans les dernières années. Dans le chapitre 5, nous tirons un avantage opérationnel de ces approches différentes
en montrant comment elles permettent d'envisager des solutions innovantes pour préserver l'activité des antibiotiques. Ces solutions, loin de promouvoir le simple retour aux investissements dans des conditions du passé, devraient passer par un recouplage des impératifs commerciaux et financiers du monde industriel et des exigences sociales en termes médicaux et de santé publique. Élargissant encore le champ, nous nous demandons aussi, dans ce dernier chapitre, quelle grille de lecture il faut donner à ces événements. L'échec des antibiotiques concerne en effet l'un des domaines les plus féconds des pratiques biomédicales contemporaines et l'une des plus belles réussites scientifiques de l'histoire des sciences modernes. Faut-il alors envisager les mésaventures actuelles des antibiotiques et la montée des résistances bactériennes comme un regrettable épisode, dont les conséquences sont certes importantes, mais ne remettent pas en cause l'ensemble des avancées obtenues dans bien d'autres domaines, thérapie génique, traitements hormonaux, etc. Faut-il y lire au contraire le premier symptôme d'une série de remises en question radicales des approches thérapeutiques contemporaines? Assistons à une stabilisation du phénomène d'extinction de l'ensemble bactéries antibiotiques résistance ou à sa généralisation, à plus ou moins long terme, à d'autres approches thérapeutiques. Une étude attentive de l'épuisement progressif de l'effet miraculeux des antibiotiques nous permet, semble-t-il, de donner quelques pistes de réponse à des questions aussi sérieuses. Chapitre I, une histoire brève. Par Antoine Andremont. Les antibiotiques sont aujourd'hui des médicaments si courants et si facilement disponibles qu'il nous est difficile de réaliser à quel point leur histoire est brève. Le soulagement qu'ils nous apportent à chaque fois que nous les utilisons à bon escient nous semble si naturel qu'il nous apparaîtrait comme une incongruité de ne pas en bénéficier. Ils font partie de notre vie quotidienne. Quand nous partons en voyage et qu'il nous reste des antibiotiques d'un traitement précédent, nous les glissons dans notre trousse de première urgence, presque aussi facilement que les produits contre les coups de soleil ou les piqûres de moustiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique, dit la télévision, mais quand même, il ne nous viendrait pas à l'idée de nous en priver si la fièvre, la diarrhée ou une efflorescence cutanée un peu inhabituelle survenait alors que nous sommes loin de chez nous. Là-bas, pourrais-je en trouver? Et comment faire sans pouvoir téléphoner à mon médecin pour qu'il vienne me prescrire ces pastilles miracles? Pourtant, les antibiotiques sont aujourd'hui si largement dispensés sur la surface entière de la Terre qu'il n'y a en pratique aucune chance que vous n'en disposiez pas facilement, où que vous vous trouviez, même dans les lieux les plus reculés de l'Afrique, des îles du Pacifique ou des montagnes andines. Très probablement même, vous auriez plus de facilité à obtenir des antibiotiques dans ces places exotiques que dans les grandes métropoles européennes. Généralement, ils y sont en vente libre, il suffit de rentrer dans une pharmacie et de les demander pour se les voir fournir. Aucun problème de choix non plus, la plupart du temps. Non seulement la bonne vieille pénicilline ou la tétracycline sont là, souvent produites par des firmes locales, mais les produits les plus récents sont aussi disponibles, distribués par les réseaux des Big Pharma, ces monstres sacrés de l'industrie pharmaceutique présents dans l'ensemble du monde. Et s'il n'y a pas de pharmacie dans le paradis pour routards, que vous avez choisi de visiter? Qu'à cela ne tienne, les antibiotiques seront disponibles au marché ou dans le General Store local, ou ce qui en fait office. À moins que vous ne vous fournissiez auprès d'un approximatif bazar ambulant. Faites l'expérience lors de votre prochain déplacement, vous avez peu de chances de revenir bredouille. Mais attention quand même, car les produits peuvent ne pas être de première qualité ou de première fraîcheur. Quoi qu'il en soit, les antibiotiques sont à peu près aussi faciles d'accès que la boisson ou la nourriture. On pourrait donc croire qu'il s'agit d'un besoin humain, à la limite aussi essentiel que ceux qui concourent à la satisfaction de nos fonctions vitales de base. Et pourtant, les antibiotiques sont beaucoup plus récents que le Coca-Cola, les McDonald's ou les cycles Peugeot, pour ne prendre que quelques exemples de produits de très grande diffusion mondiale, associés eux aussi au développement industriel. Ils ont été complètement absents du développement de l'homme sur la Terre, depuis qu'il y a 3,5 millions d'années, nos premiers ancêtres, Lucie et les siens, s'ébattaient dans la vallée du Rift.
L'absence d'antibiotiques n'a pas empêché la grotte de Lascaux d'être décorée, la Joconde de sourire à Léonard de Vinci ou le Taj Mahal de se refléter dans les eaux qui l'entourent. Les populations humaines se sont battues, voire massacrées, à de multiples reprises en l'absence des antibiotiques. Elles ont subi les épidémies et les famines, les hivers les plus rudes et les étés les plus caniculaires, sans que jamais tout cela n'ait remis en cause l'expansion des sociétés et leur complexification, la marche du développement et ce qu'il est convenu d'appeler le progrès de l'homme et de la civilisation. Bref, les antibiotiques, c'est pas automatique, mais à l'évidence ce n'est pas non plus indispensable au développement humain. Et pourtant, il suffit d'ouvrir n'importe quelle revue médicale de plus de 60 ans ou de consulter la rubrique nécrologique des journaux d'avant-guerre pour être immédiatement convaincu qu'ils n'ont pas usurpé la place primordiale qu'ils occupent au panthéon de notre culture et de notre imaginaire. Les antibiotiques, ce sont bien les médicaments miracles qui ont transformé notre rapport aux maladies infectieuses. En une fraction minime du temps de notre histoire, ils nous ont fait oublier ce que pouvait être l'infection et le risque bactérien avant eux. Toutes les femmes, ou presque, savent que les douleurs de la cystite vont cesser en quelques heures après la première, parfois l'unique, prise d'antibiotiques. Un diagnostic porté de pneumonie, voire de tuberculose, n'est plus un drame déchirant une famille. Dans l'immense majorité des cas, les antibiotiques vont apporter la guérison, et qui plus est, la guérison sans souffrance majeure. Aujourd'hui, ce n'est plus la peur de la syphilis ou de la blénorragie vénérienne, dont les risques et les complications sont quasiment gommés de nos fantasmes collectifs depuis la fin des années 50, qui nous fait utiliser les préservatifs, mais bien plutôt celle du sida, car les antibiotiques sont totalement inefficaces contre le virus qui le cause. Toutefois, il n'est pas si facile de retrouver l'acte de naissance, de dater avec précision l'éclosion de ces traitements que nous autres, humains de la deuxième moitié du XXe siècle, portons comme notre enfant. Doit-on la dater de la première utilisation reconnue du mot par Paul Vuillemin, qui, parlant en 1889 de certains effets négatifs ou des interactions qui affectaient la survie des plantes et des animaux, utilisait le groupe nominal d'influence antibiotique, où le terme antibiotique ne joue toutefois que le rôle d'adjectif qualificatif, ou bien de 1877, lorsque Louis Pasteur, alors au sommet de sa gloire, parlait d'antibiose, pour évoquer les expériences qu'il avait menées avec son collègue Jules-François Joubert et grâce auxquelles il avait démontré que l'on pouvait combattre le charbon en injectant aux animaux des micro-organismes provenant du sol. Ces origines flattent certainement notre ego national, mais Vuillemin ne parlait pas des bactéries, seulement de plantes et d'animaux. Quant aux propos de Pasteur, pour prémonitoires et lumineux qu'ils soient devenus a posteriori, ils étaient quand même très généraux et assez flous, et ne préjugeaient pas du mécanisme qui pouvait aboutir à l'effet protecteur observé. L'utilisation du mot antibiotique lui-même, en tant que nom commun, a en fait vu le jour dans un contexte beaucoup plus pragmatique. Cette première utilisation doit être attribuée à un microbiologiste américain, Selman Abraham Waxman, futur prix Nobel de médecine, dont le nom est connu pour sa découverte en 1943 de la streptomycine, le premier médicament contre la tuberculose à l'efficacité incontestée. Cette découverte, dont nous reparlerons longuement, constituait un progrès médical majeur en raison des ravages que causait alors la maladie. C'est 2 ans plus tôt, en 1941, que Waxman proposa le terme d'antibiotique. Il ne s'agissait pas d'une proposition théorique et académique à l'appui d'une thèse scientifique novatrice particulière, mais d'une réponse pratique aux éditeurs qui publiaient alors chaque année de gros volumes indexés, les Biological Abstracts, dans lesquels toutes les publications scientifiques étaient répertoriées et classées par mots-clés. Ceux-ci avaient interrogé Waxman, car ils avaient en effet à faire face à un nombre croissant de travaux visant un groupe de substances nouvelles auxquelles les chercheurs s'intéressaient de plus en plus à la suite de la découverte de la pénicilline par Fleming, et qui consistait à mettre en évidence de nouvelles substances permettant de tuer les bactéries sans être toxiques pour le malade. Car c'est bien de cela qu'il s'agit avec les antibiotiques,
disposait de substances très toxiques pour les bactéries et en pratique dénuées de toxicité sur les autres cellules, et notamment sur les cellules humaines. C'est cette propriété très particulière qui fait des antibiotiques des médicaments si exceptionnels. Très efficaces à de très faibles doses, de l'ordre de quelques microgrammes par millilitre, pour tuer les bactéries. À ces doses, ils n'ont en pratique aucune action sur l'homme. De là, résulte l'impression qu'ils donnent d'être miraculeux. C'est cette si faible toxicité qui est sans doute aussi à l'origine de leur succès et de l'augmentation de leur consommation. On peut utiliser largement les antibiotiques, sans risque apparent ou presque. Dès lors, pourquoi se priver de les employer dès que la moindre suspicion d'infection bactérienne est présente? Cette constatation permet de comprendre l'engouement pour les antibiotiques et l'usage massif qui en a été fait. Ces deux propriétés sont tellement caractéristiques qu'elles permettent aujourd'hui de définir les antibiotiques. Un antibiotique est une substance qui tue les bactéries à faible dose, tout en étant parfaitement, ou presque, toléré à cette dose par l'organisme humain. Cette définition est large, mais elle est très opérationnelle. Elle ne se préoccupe en rien de l'origine de la substance douée de l'activité antibactérienne tant recherchée. Celle-ci peut être un produit naturel, comme la pénicilline ou la streptomycine, issus de micro-organismes vivants et leur servant, croit-on, à se défendre contre d'autres micro-organismes présents au sein de l'écosystème, le plus souvent dans le sol où ils vivent habituellement. Dans d'autres cas, la substance antibiotique est un pur produit de synthèse chimique, une substance inconnue de la nature avant qu'elle ne sorte d'un laboratoire où elle a été inventée pour des raisons qui n'ont souvent pas grand-chose à voir avec la recherche d'antibiotiques. C'est le cas de nombreux antibiotiques mis sur le marché depuis 20 ans. Enfin, la substance antibiotique peut être un mixte de ces deux processus, naturel et artificiel. On parle alors d'antibiotiques d'hémisynthèse, qui sont le produit de modifications chimiques orientées, réalisées par les laboratoires de recherche des firmes pharmaceutiques, à partir d'une base constituée par la structure d'un antibiotique naturel dont on souhaite améliorer l'activité, diminuer la toxicité, accroître les performances. Au total, le nombre des antibiotiques qui ont été ainsi développés et mis sur le marché en un demi-siècle est de plusieurs centaines. Ceux-ci sont répartis en une dizaine de grandes familles, dont chacune regroupe les produits ayant une structure et un mode d'action commun ou proche. En France, aujourd'hui, environ 200 spécialités contenant des antibiotiques sont disponibles. Elles sont toutes inscrites au tableau C de la nomenclature des médicaments, n'autorisant la vente que sur ordonnance médicale nominative et pour une durée limitée. On pourrait imaginer que ce système de distribution très réglementé est efficace pour contrôler l'usage des antibiotiques. Et pourtant, la France est aujourd'hui le pays où la consommation d'antibiotiques est la plus élevée d'Europe. On peut s'étonner que cette législation, en apparence si restrictive, ait permis les dérives dont l'utilisation des antibiotiques a été l'objet au fil du temps. Mais c'est précisément l'un des objectifs de ce livre que d'analyser et comprendre cet apparent paradoxe. C'est lui dont nous allons traquer les causes tout au long des pages qui vont suivre, mais il faut d'abord camper l'histoire, raconter comment les fils s'en sont entremêlés pour constituer le nœud inextricable formé par l'utilisation massive et mal contrôlée des antibiotiques dans de multiples activités humaines et le développement non moins massif et mal contrôlé des résistances bactériennes qui y font face. De Fleming à Chain, ou la saga de l'immortalité. Nous avons Pasteur, ils ont Fleming. Finalement, à l'heure de l'entente cordiale, les grands hommes ne se sont pas si mal répartis. Comme Louis Pasteur en France, Alexander Fleming est une icône anglaise, celle d'un savant supposé parfait. Sa découverte de la pénicilline, à jamais considérée comme le premier antibiotique, restera un exemple mythique de succès scientifique. Qu'importe si d'autres avant lui, Vuillemin ou Pasteur, ont décrit des phénomènes identiques ou très proches de ce qu'il a observé. Quand on parle d'antibiotiques, on pense d'abord Fleming. Ce n'est pas étonnant, car la découverte de Fleming allie deux éléments essentiels au développement des mythes.
le caractère en partie mystérieux et irréductible de l'action entreprise, auquel s'allie, et en contraste avec lui, la limpidité et la clarté des motivations du héros et son désintéressement. L'histoire de la découverte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.